Situées entre la Crète et l'Asie mineure, les îles de l'archipel du Dodécanèse sont baignées par les eaux d'émeraude de la mer Égée sud-orientale. Dans cette région, l'une des plus ensoleillées de la Grèce, la nature a créé un monde merveilleux et l'histoire y a laissé des traces indélébiles, dont les noms enchanteurs évoquent un passé brillant. Astypaléa, la poissonneuse, aux terrasses fleuries, Patmos, la Jérusalem de la mer, patrie de Saint Jean l'Évangéliste, Rhodes, berceau de l'une des 7 merveilles du monde, et Kos. Selon la légende, la guerre commencée entre les géants et les titans d'une part, et leurs autres frères de l'Olympe d'autre part, se poursuivit sur une île de la région. Pendant qu'ils se battaient contre les titans et les géants, Poséidon arracha une partie de l'île et la lança sur le géant Polybotès qui fuyait vers le sud. Il l'ensevelit sous sa masse. De ce fragment émergea l'île volcanique de Nisyros. Quant à l'île, c'est ici que trouvèrent refuge les titans Phœbé, Kymnos et surtout Koios, qui donna son nom à l'île. Kos avait trouvé son identité. Bientôt, celle-ci ne serait plus mythique mais deviendrait historique avec le plus illustre de ses enfants, Hippocrate. L'histoire nous dit que Gnodnikos, médecin, et Phénarète, 18e descendante d'Héraclès, eurent un fils nommé Hippocrate. C'était en 460 avant notre ère, et Hippocrate deviendra le plus illustre médecin de l'Antiquité. Premier à introduire des méthodes de diagnose et de traitement des maladies, il débarrassa la médecine des sorciers et des prêtres, ce qui lui valut pas mal d'ennuis au cours de son existence. Par la disposition moderne de ces grandes avenues, le style particulier de ses édifices et de son château fort qui domine le port, par ses lieux archéologiques qui relient le passé au présent, la ville de Kos offre une grande variété de possibilités à ses hôtes. Particularité de cette ville, à part quelques bus, elle est trop petite pour y accueillir un réseau complet de transports en commun, si bien qu'elle est devenue la cité de la bicyclette. À proximité de l'enceinte médiévale, construite à la fin du XIVe siècle, la grande basilique s'élève sur les ruines d'un ancien portique grec. Elle est précédée d'un important porche et les ruines d'un escalier subsistent qui conduisait au narthex. Les thermes circulaires, ou thermes du port, nom générique de toute cette région de ruines à l'ouest de la ville, regroupent plusieurs sites, dont notamment l'ancienne agora, construction longue de 160 mètres et large de 80. Le gymnase ancien, appelé Xistos, était le plus grand de la ville. Il ne reste aujourd'hui que 17 des 80 colonnes qu'il avait dans l'Antiquité.
Restaurée par les Romains, de nouvelles constructions furent élevées sur sa partie sud, les thermes datant du IVe et du IIIe siècle avant notre ère. Elles sont typiques de l'art de l'époque hellénistique et romaine. Elles contiennent de nombreux vestiges de colonnes effondrées à la suite de tremblements de terre. Dans ce vaste champ archéologique ont été découvertes des ruines de l'époque mycénienne et un tombeau de la période des vases géométriques. Le site contient également des épigraphes anciennes, dont la plus célèbre a trait au culte d'Hermès Enagonios, relatif au combat, ainsi que de superbes mosaïques. Non loin de là est planté le platane historique d'Hippocrate, sur une levée de terre. Selon la légende, Hippocrate écrivit un nombre important de ses œuvres à l'ombre de ses branches. Le diamètre du tronc est de 9,80 m et ses branches très étendues abritent un ancien sarcophage qui servit pendant l'occupation turque de Citerne pour la mosquée voisine. Le platane d'Hippocrate est considéré comme l'arbre le plus ancien d'Europe. Il aurait 2500 ans. Incontournable en Grèce, les boutiques de souvenirs offrent aux touristes un éventail d'objets dont la particularité commune est de rivaliser entre mauvais goût et horreur. Rares en effet sont les objets artisanaux locaux que l'on peut trouver dans ces boutiques polychromes qui se ressemblent toutes. Disons à la décharge des commerçants qu'il s'agit d'une loi presque universelle liée au culte du touriste.
Tel qu'on peut le voir aujourd'hui, le château domine le port. Il fut construit par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem sur les fondations de l'ancienne forteresse et les murs de la ville ancienne. Des matériaux du temple et d'autres bâtiments furent utilisés pour la construction des murailles, d'une technique défensive exceptionnelle pour cette période du Haut Moyen Âge. Un pont à arcades permet d'accéder au château dans un excellent état de conservation. À l'intérieur sont gardées bon nombre de pièces remarquables émanant des temples et des édifices anciens ayant servi à sa construction. Alors on est arrivé ici à Nissiros.
Alors, on est ici dans le volcan de Nisyros. On se trouve dans le plus grand des cratères qui s'appelle Polyvotès. Le nom il vient de la mythologie grecque. On dit que pendant la guerre entre les dieux et les gigantesques, le dieu de la mer Poséidon, il a poursuivi Polyvotès. Et quand ils sont passés l'île de Kos, Poséidon avec son trident, il a pris un bout de Kos et il l'a jeté sur Polyvotès. Et c'est maintenant l'île de Nisyros. On dit que Polyvotès, il est toujours enterré ici sous l'île de Nisyros. Et les vieux Grecs ont dit, quand il essayait de s'échapper, que la lave était sa sueur et la vapeur sa respiration forte pour se libérer du poids. Alors le volcan, il compte à peu près 5 millions d'années. Il a été formé par 3 explosions sous-marines avant de sortir peu à peu de l'eau. C'est un volcan explosif typique et ça se voit au fait que les pentes intérieures sont très raides et les pentes extérieures plutôt douces parce que tout ce qu'il sort, il met en amas autour de lui. On est ici encore à peu près à 100 mètres d'altitude et le plus haut point du cratère, il est là-haut à gauche, c'est la montagne Prophète Elias, 700 mètres d'auteur. Attends, il y a du monde là. Alors on a ici des trous splendides avec des bords, avec des cristaux de soufre. Partout il y a de la vapeur qui sort, c'est-à-dire le volcan il est encore un peu actif. Mais la dernière éruption elle a eu lieu en 1873, c'est-à-dire il y a 120 années. Depuis là, il bouge encore un petit peu, il fait très chaud ici. Et puis on espère qu'il ne va pas exploser maintenant. Jusqu'à la fin du 19e siècle, ils ont exploité du soufre ici, mais maintenant on dit qu'il n'en a plus assez ou que c'est trop compliqué à exploiter. Par contre, il y a des plans qui existent pour utiliser la chaleur du volcan. On pourrait produire 12 MW d'électricité avec cette chaleur et tout le Dodécanèse, il aurait besoin de seulement 5. Mais ici en Grèce, il faut toujours attendre un petit moment pour que de bonnes idées se réalisent. Et en plus, ils attendent l'aide financière de la communauté européenne. On va faire un petit tour d'horizon. Alors ici autour, on voit de différentes pierres volcaniques. On a vu les cristaux de soufre. Il y a d'autres pierres, des pierres rouges, qui sont des pierres farineuses. Puis il y a de la pierre ponce, des pierres calcaires et sablées.
Ici, dans le cratère, on ne voit pas vraiment ces pierres typiques noires qu'on voit en bas à la mer, qui sont ces pierres typiquement volcaniques. Il commence à faire chaud, il y a beaucoup de vapeur qui sort partout. Les temples du dieu Asclépios étaient des édifices où celui-ci exerçait son art thérapeutique que lui avait enseigné son père Apollon. Des 300 temples connus dans l'Antiquité, les plus réputés étaient ceux de Triquie en Thessalie, où prit naissance le culte d'Esculape, celui d'Épidore en Grèce continentale et celui de Kos, considéré comme le plus important, car c'est ici qu'Hippocrate enseignait et qu'il fonda la première école de médecine. L'Asclépeion, comme on l'appelle en grec, est constitué de 3 immenses terrasses construites sur le flanc d'une colline de 100 mètres de haut, et il est adossé à un bois sacré où, d'après Pausanias, il était interdit de naître ou de mourir.
L'escalier extérieur des Propylei a 24 marches et il donne accès à la première terrasse. Au-delà du portique, des salles dont il ne reste que les fondements abritaient les locaux de l'école de médecine et le musée de pathologie et d'anatomie. C'est ici qu'étaient soignés les patients. Un mur de pierre poreuse accueillait de nombreuses niches où étaient exposées les effigies des dieux. On accède à la seconde terrasse en empruntant un escalier de 30 marches. Au centre de cette seconde esplanade se trouve la construction la plus ancienne du site, l'autel somptueux d'Apollon, dont il ne reste malheureusement que quelques vestiges. Encore un petit effort, et 60 marches plus haut, on arrive à la troisième terrasse. Au milieu de celle-ci se trouve le grand temple d'Asclépios, dont les colonnes attestent de l'élégance poussée à la perfection de l'ordre dorique. Le temple date du IIe siècle avant notre ère. Long de 34 mètres, large de 18, il abritait 104 colonnes. Il subsiste des traces du portique qui l'entourait sur 3 côtés. Non loin de là, une petite colonne avec chapiteau surmontée d'une plaque de marbre atteste qu'il s'agit d'un autel chrétien. Sur le chapiteau sont gravées les lettres traditionnelles ICXP, Jesus Christus Pater. Sur cette terrasse s'élevaient les 2 statues monumentales d'Asclépios et d'Hygie, déesse de la santé.
Peuple de la mer vivant sur des volcans, il n'est pas étonnant que les dieux les plus célébrés soient précisément Poséidon et Héphaïstos. Nous avons vu ce qu'il en est des volcans, mais le peuple grec vit de la mer et avec la mer. La pêche garde ici toute sa raison d'être, et l'on ne saurait oublier que les Grecs de l'Antiquité furent de très grands navigateurs et que, grâce à leurs expéditions, tout le bassin méditerranéen fut colonisé et acquit la civilisation raffinée des Achéens. Okay, good. Dans les boutiques, on prépare les éponges. Il s'agit là d'une pêche traditionnelle dans toute la Grèce et, évidemment, particulièrement dans les îles. Pour une population n'ayant que peu d'agriculture, c'est une nécessité économique et vitale. Il n'y a pas si longtemps, on trouvait dans toute l'île des pêcheurs d'éponges. Et aujourd'hui, 400 personnes environ vivent encore du commerce des éponges à Kos.
La Grèce de tous les jours vit à côté des grands témoins de l'histoire et de l'Antiquité, tranquillement, sereinement, comme si les grands bouleversements n'avaient pas eu d'influence sur elle. Pourtant, après avoir été occupée par les Perses, les Romains, les Vandales, les Normands, les Vénitiens, les Sarrasins, les Turcs, les Italiens, les Allemands puis les Alliés, l'île de Kos n'a connu son rattachement à la Grèce et son indépendance que le 7 mai 1948.